Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Je suis ravi de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité des marchés financiers. On est déjà mercredi, la semaine est déjà passée à une vitesse extrêmement rapide. On est sur un contexte un petit peu particulier de tension puisqu'on a, pour une fois, il faut bien le souligner, légèrement baissé aux États-Unis. J'avais raté mon gong hier, ce qui était signe de rouge, et on a effectivement fini rouge sur toutes les valeurs. On a perdu, selon les indices américains, entre pardon, 0,30 sur le Dow Jones à 0,60 sur le Nasdaq. Et aujourd'hui, on va voir si on réussit à se maintenir sur les points bas, puisque là, on est à nouveau au contact quasiment des points bas d'hier. Et puis, on a surtout, c'est pour ça que je vous l'ai indiqué là, on a les prix à la consommation aux États-Unis qui vont nous tomber à 12h30 GMT, donc 14h30 heure française. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement attendu puisqu'on est dans la crainte de la remontée des taux de l'inflation. Les actions restent extrêmement bien orientées. On est toujours au contact à proximité, si ce n'est quand on est bas des plus hauts historiques, mais on a une accumulation de signes un petit peu négatifs. Alors ça ne veut pas dire que ça va être la fin du monde. Ça fait 10-12 ans qu'on nous prédit la fin du monde, et on a eu finalement la phase de croissance la plus rapide de l'histoire de la bourse. Donc exactement l'opposé de tout ce qui était annoncé par les prophètes de l'Apocalypse, les Savonaroles des temps modernes. Mais il faut remarquer qu'on est sur des plus hauts historiques, qu'on tient bien les niveaux, mais qu'on voit des nuages et de l'inquiétude qui arrivent à l'horizon. Pardon. Donc ça va peut-être pas durer éternellement, bien entendu. Les arbres ne montent pas au ciel. Mais pour le moment, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. On arrive à la fin de l'année, on peut avoir des bons bilans d'entreprise. On a surtout le Black Friday qui nous arrive à la fin du mois, qui est extrêmement attendu par tout le monde et de plus en plus d'Européens. Moi aussi, j'ai repéré 2-3 logiciels qui m'intéressent, mais j'attends le Black Friday parce que si j'ai moins 50% et que j'économise 400 $ sur le logiciel, je suis, plutôt moins 20, moins 25, je suis quand même super content. Donc, et mes renouvellements, par exemple, de licences, que ce soit pour Advanced System Car Pro, Driver Booster, etc., ils sont tous après le Black Friday parce qu'on a toujours des promotions assez dingues. Donc, on a souvent, quoi qu'il arrive, un pic de consommation à ce moment-là pour les marchands de logiciels, ne serait-ce que pour les renouvellements. Si vous êtes malin, prenez pas votre licence maintenant, surtout si c'est une boîte aux États-Unis. Attendez la fin du mois et vous allez bénéficier des super réducs Black Friday, moins 20, moins 30, moins 50. Et vous prenez l'abonnement pour un an et vous renouvelez comme ça systématiquement tous les ans après le Black Friday. Donc voilà, c'est pour beaucoup d'entreprises aux États-Unis, et puis ça commence à bien s'implanter en Europe. C'est une belle rentrée de cash qui rentre sur quelques jours. Donc, avec cet appétit de consommation, on sort, on n'est pas tout à fait sorti, mais on n'est déjà plus en confinement. Donc on a aussi plus d'appétence à dépenser. On a globalement sur l'ensemble de la population plus d'argent. Puisque quand on regarde les statistiques, les Français ont mis des milliards et des milliards de côté. Donc ils vont peut-être en lâcher un petit peu pour le Black Friday, pour préparer Noël, etc. Donc on a une possibilité de se maintenir encore sur des niveaux extrêmement élevés et pourquoi pas finir l'année sur un record historique de tous les temps. Et puis on verra en 2022 pour se mettre à baisser. Mais le cœur du problème, c'est l'inflation. Et donc là, on a une statistique qui est vraiment au cœur de la situation à 14h30. Donc si elle est plus élevée qu'attendu, ça peut faire un peu mal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'attendent les économistes qui ont été interrogés par Reuters. Ils nous donnent un chiffre de 4,3% de rythme annuel pour l'indice d'inflation de base
score CPI, c'est ce qui nous intéresse, alors qu'ils ne donnaient que 4% au mois de septembre. Donc ça veut dire que en 2 mois, ils ont déjà augmenté leur prévision d'une inflation annuelle de 4%, on passe à 4,3%. Donc c'est ce que va scruter très précisément tous les investisseurs. Alors si on nous annonce une inflation à 4,6, 4,7, ça pourrait se mettre à baisser. Puis si c'est entre 4% et 4,3%, peut-être un statu quo. Mais en tout cas, je vous mets en garde, on peut avoir de la nervosité à 14h30, des bougies qui partent un peu dans tous les sens. Voilà, faut faire très attention. Alors j'ai un économiste chez ING qui s'appelle Rob Carnell, qui a dit que les chiffres de l'inflation ne sont pas de nature à rassurer qui que ce soit. Et là, il rajoute une inflation plus élevée que prévu pendant plus longtemps que prévu devient l'opinion du marché à l'heure actuelle. Et il est probable que cette opinion soit renforcée donc par les données qui vont nous tomber. Donc, la question, c'est est-ce que c'est pricé dans les prix? A priori, je ne pense pas que ce soit pricé dans les prix. Le risque de l'inflation, on reste sur une image extrêmement positive de reprise de l'économie mondiale. Tout va bien, l'argent rentre à flot, les gens consomment, c'est la période de fin d'année qui arrive, ils vont se lâcher. C'est très bon pour les entreprises. Il y a certaines entreprises qui font entre 30 et 50% de leur chiffre d'affaires sur les 3 derniers mois. Donc c'est la période où les vannes s'ouvrent, entre guillemets, et même les gens qui ont peu d'argent ne veulent plus penser à ça sur les fêtes de fin d'année, se lâchent beaucoup plus, même si c'est pas forcément raisonnable. Donc voilà, se mettre à baisser très 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 fortement alors que l'argent rentre, alors qu'on a des bons résultats d'entreprise, voilà, ça me paraît un petit peu vraiment anticipé de manière très, très large. On a perdu un peu en Asie, c'est la première chose quand on se lève le matin, quand on est trader, on regarde ce qui s'est passé en Asie. Le Nikkei a perdu 0,60% parce qu'on a, et ça c'est intéressant, on a des résultats d'une série d'entreprises nippones qui sont très mauvais. Pourquoi ils sont très mauvais? Ils ont abaissé leurs prévisions de bénéfices pour les prochains trimestres, notamment liées à la hausse des coûts des matières premières. Et on est toujours dans l'inflation où ils disent très clairement le coût des matières premières vont réduire considérablement nos bénéfices. Si on a un coût de 20% de matières premières dans notre produit final, on ne va pas pouvoir augmenter nos prix de 20%. Peut-être que de 5, peut-être que de 8%, et la différence, ça va être pour nous. Et je peux vous citer par exemple Mitsubishi Materials, c'est la branche sidérurgique de Mitsubishi qui a perdu 7%. On a le fabricant de pneus, alors je ne connaissais pas, mais Sumitomo Rubber qui a perdu 13%. On a le groupe informatique Elecom qui a perdu 10% suite au fait qu'ils ont abaissé leurs prévisions annuelles. Ce qui se passe en Asie, on pourra peut-être l'avoir sur le T4 américain. C'est pour ça que ça risque, à mon avis, de pas mal bouger vers la mi-janvier, fin janvier, les premiers résultats des entreprises américaines. Ils peuvent nous dire qu'ils ont eu d'excellents résultats du quatrième trimestre. Les gens se sont lâchés pour Noël, mais que vu l'augmentation des prix, ils sont inquiets sur leurs bénéfices, sur leurs prévisions de bénéfices et sur leurs marges. Et là, on pourrait avoir un scénario assez fort et une baisse du coup je sais pas, vers fin janvier, mi-février, où on pourrait encaisser, entre guillemets, ces mauvaises perspectives qui sont vraiment liées à l'inflation. Je ne cesse de vous le dire, si l'inflation augmente, c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour les entreprises, elles gagnent moins d'argent, ça ronge leurs bénéfices. C'est mauvais pour les salariés, parce que l'inflation, même si vous êtes augmenté, c'est jamais au niveau de l'inflation. Voilà, les seuls que ça peut arranger, ce sont les États super endettés qui arrêtent de s'endetter. Mais ce n'est pas le cas, ils sont super endettés, ils continuent de s'endetter. Donc l'inflation est l'ennemi de tout le monde. C'est pour ça que je pense que les banques centrales vont tout faire pour
augmenter le plus tard possible les taux, parce que si on devait augmenter les taux de manière très rapide, on aurait des pays qui se retrouveraient un peu en difficulté. Et là, je pense aux pays du sud de l'Europe. On reparlerait certainement, probablement, de la Grèce. Et puis quand la Grèce est attaquée, on va se mettre à parler un petit peu de l'Italie, de l'Espagne. Et puis derrière, il y a la France, hein. Il y a le gros poids lourd énorme qui est dans les États du Sud et pas dans les États du Nord, dans ce type de classement, hélas. Voilà. C'était vraiment pour vous montrer le contexte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent... c'est des plus historiques qui veulent vendre, 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 vendre. Il y a aussi une question de timing et se mettre à tenter le big short, ce qui est déjà une connerie, hein. On ne peut pas se mettre à tenter, des big shorts ou quoi que ce soit à cette période de l'année. C'est peut-être le moment le moins intéressant pour le faire en tout cas. Et puis je vous rappelle que dans le film The Big Short, ils ont juste eu de la chance, hein. Voilà. Ils ont tenu, mais c'est pas un film à mettre en avant pour, pour les gens qui font de la bourse du tout. Ils se sont tenus, ils ont une bonne analyse à la fin, mais pendant tout le temps, ils ont tenu avec un mauvais timing, et ils auraient pu, à 48 heures près ou à quelques jours près, ils se retrouvaient en prison, surendettés, etc., etc. Donc voilà, on peut avoir une opinion en bourse, mais si ça fonctionne pas, il faut savoir prendre ses pertes, attendre et revenir sur le marché à nouveau. On gagne plus d'argent que ce qu'ils ont, que de rester dans son optique si le marché est contre nous. Donc voilà, même si vous avez envie de vendre, regardez, on se maintient bien sur les plus hauts historiques. C'est vraiment de l'anticipation. Effectivement, ça, je peux vous garantir une chose, c'est que les marchés vont baisser. Mais c'est dans une semaine, c'est dans 2 mois, c'est dans 6 mois, c'est dans 2 ans. Voilà. Ça fait 50 000 ans que l'homme cherche à prévoir l'avenir, la journée d'après. Personne n'y est encore arrivé à mes connaissances. Même les hommes d'État, aller voir les Piti ou des astrologues pour les hommes politiques français plus récents. Voilà. Mais il faut essayer d'être un tout petit peu réaliste. Personne ne prévoit l'avenir. On peut juste avoir quelques idées, quelques suppositions. Sur ce discours extrêmement rationnel, qui me vaudra sûrement des emails d'insultes de la part de nombreuses personnes un peu moins rationnelles que moi et plus ouvertes au spiritualisme certainement, on attaque les analyses techniques, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à en parler autour de vous, c'est super sympa. C'est en direct et j'essaye de vous faire profiter de mes 25 ans d'expérience sur les marchés de manière totalement gratuite pour le moment, tant que YouTube n'impose pas de la publicité. Voilà, pour le moment c'est bon, ils n'en imposent pas, donc tout va bien. On attaque sur le CAC 40, donc ça résume un peu ce que je vous ai dit. C'est là où on voit que le CAC 40 c'est vraiment l'indice qui résiste super bien. On a eu hier notre petite vague baissière. Alors si on la loupait sur le CAC 40, c'était fini, hein. Si on loupait la petite vague baissière du matin sur les indices européens, qu'on ne rentrait pas, c'était quasiment coulé pour la journée. Ce qui est intéressant, donc, on voit, alors on a quand même eu le droit à un plus haut historique de tous les temps à l'ouverture des marchés américains. Donc voilà, si on résume, plus haut historique le vendredi, plus haut historique le lundi, plus haut historique le mardi. Voilà, sur 3, enfin évidemment, je ne vais pas vous faire le jeudi dernier, mercredi dernier, etc. Mais quand on bat les plus hauts historiques quasiment tous les jours, c'est pas le moment de prendre un short massif, sauf à prendre, comme je vous l'avais expliqué hier, peut-être à prendre une position justement quand on a atteint le plus haut historique et qu'on commence à voir un petit déclin, rentrer en short léger, en day trading à ce niveau-là. Et donc ça, c'était la technique, je vous en ai parlé, on est mardi matin.
Donc je vous en ai parlé ici parce que en faisant référence à ce qui s'est passé lundi, et c'est exactement à nouveau ce qui s'est passé hier. On a eu ouverture de marché américain, accélération, on bat le plus haut historique, et puis ensuite on se met à descendre doucement, doucement, doucement. On perd presque 50 points, ce qui n'est pas énorme hein, sur le CAC 40 à plus de 7000 points. On descend doucement, doucement, doucement tout le reste du temps. Donc voilà, ça a bien marché vendredi, ça a bien marché lundi, ça a bien marché mardi. Voilà, j'ai pas plus de comment dire de technique en ce moment là-dessus. Si ce n'est que quand on arrive vraiment, qu'on bat un plus haut historique, on a à nouveau toute l'accumulation un petit peu de nuages noirs qui revient, et les gens se disent c'est un peu risqué. Et hop, on allège et on a une vague de baisse ensuite. Ça marche pour le moment. Bah écoutez, j'en profite, il faut en profiter. Hein, depuis, ça fait 15 jours que ça fonctionne très bien sur CAC 40, mais on voit quand même qu'on commence à stagner. Hein. C'est beaucoup moins prégnant qu'avant. La semaine dernière, on est monté en ligne droite, et là, on range dans une voie de dos légèrement haussière, donc prudence. Ce qui pourrait marquer la fin, c'est la rupture de ce range, mais on est pour le moment protégé sur le CAC 40 par les 7000 points. Hein, on est descendu au plus bas hier vers les 7012. On n'a même pas été aller chercher la résistance à mensuelle sur futur, et on s'est déjà mis à remonter. Donc là, ça nous montre qu'il y a quand même un flux acheteur qui n'est pas euphorique, mais qui maintient vraiment le CAC 40 au-dessus des 7000 points de manière assez nette. Parce que s'il y avait eu un doute, on aurait pu s'attendre à ce que ça aille au moins toucher les 7000, ou que ça fasse 6990 pour rebondir. Là, ils se sont offerts, si j'ose dire, un rebond 12 points, 10 points, 12 points au-dessus des 7000. Donc ça, c'est vraiment un signal d'un marché où il y a pas mal d'acheteurs encore, et ils n'hésitent pas à rentrer au-dessus de 7000 points sur le CAC 40. Donc ils ont la foi. Hein. Sur le DAX, notre ami le DAX, alors lui, même chose qu'hier, ouverture des marchés américains, record historique, au contact des 16 100, puis baisse. Alors c'était un peu plus intéressant. La baisse était un peu plus claire sur le DAX. Là, on voit vraiment que c'est un manque, si j'ose dire, d'énergie au-dessus des 16 100, mais à record historique. On ne voit pas pourquoi on garderait des positions à long terme, en swing trading par exemple. Et donc, c'est tout de suite des positions de day trading, ce qui explique que l'on aille rechercher tout de suite le point bas de notre semaine. Et on voit vraiment très nettement qu'on commence à stagner. On est en mode horizontal sur le DAX. On va chercher les points bas. Ce qui m'intéresse, c'est que là, c'est là où on voit que le DAX est un peu plus faible que le CAC 40. C'est que son point bas, on a vraiment été chercher un point bas, j'allais dire très classique. On est passé sous les 16 000 points sur le DAX. On s'est rapproché des 15 975. On a été à 15 977, 60, 78. Donc tous les 25, c'est ça qui m'intéresse sur le DAX. Réintégration des 16 000 dans la foulée. On a fait du 16 001. Ça a été entre guillemets propre. Bon, dans la nuit, là, on se met un petit peu à monter. On a récupéré une cinquantaine de points. Et on reste bloqué par la résistance 1 mensuelle qui est à 16 050. Donc là, on a des informations légèrement différentes par rapport au CAC 40. Les 16 000 n'ont pas tenu. Ils ont été sauvés 25 points plus bas. Vous voyez, on n'en était pas loin. On a été sauvés aussi dans la nuit parce qu'il était 5 heures du matin. Mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est que toute l'accélération que l'on a eue en battant le record historique exactement comme pour le CAC 40, boum, on se prend une claque. La claque finit légèrement à 16 025 et dans la nuit,
on descend et on casse les 16 000 points. Alors il y a très peu de volume, hein. Si vous vous levez un jour à 2 ou 3 heures du matin, allez voir ce qui se passe sur le DAX futur à cette heure-là. Voilà, vous balancez 10 lots, vous défoncez la cote, hein. Donc il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est que même s'il ne se passe pas grand-chose, il y a quand même on va dire, une liquidity provider. On a des petits algos qui sont là en action toute la nuit pour profiter des petites aberrations. Et là, on voit très nettement qu'ils considèrent que quand on passe sous les 16 000 points, on peut revenir à 16 000, que c'est entre guillemets une forme d'aberration au moment où je vous parle pour le DAX. Donc voilà, nous ça nous donne comme info, même si on n'est pas des robots, même si on n'est pas des algos et même si on dormait à cette heure-là, ça nous donne l'info que si on revient en contact de cette zone-là, il y a un a priori pour avoir un rebond qui peut être d'une vingtaine de points, 25 points, donc 15 975, 16 000, c'est tout à fait tentable pour un day trader ou pour un scalper si on revient sur cette zone-là. J'aime beaucoup les plus bas de la nuit. Ils sont souvent ils sont assez efficaces. Donc n'hésitez pas sur les indices futurs américains et par exemple le DAX d'avoir une vision, même si sur les graphiques c'est pas très beau, ça alourdit un petit peu, avoir de la vision sur toute la plage de cotation, notamment les horaires de nuit, sur ce qui s'est passé sur les marchés asiatiques. Si on a un point bas en période haussière comme on est, c'est plutôt si on revient dessus en séance normale, généralement il y a de quoi faire un petit scalp et gagner quelques points. L'Eurostock, je ne vais pas détailler plus sur l'Eurostock, c'est à peu près ce que je vous ai dit hier. La chose qui est intéressante, c'est qu'il a tenu son point pivot de la semaine. Même cette nuit, il n'a pas été à son contact, il s'en est approché à 1 point ou 2 points, mais il ne l'a pas touché. Donc là, on a une zone de support intéressante. Par contre, on voit, contrairement aux autres indices, on a des records historiques sur CAC 40 et le DAX. L'Eurostock 50 qui est plus large et tout, on voit que lui n'arrive plus à battre ses records historiques. On a une loi de dos baissière qui se construit. Malgré l'ouverture des marchés américains, il n'arrive pas à repasser ses plus hauts. Donc ça, c'est quand même un signal un peu de faiblesse pour la zone euro globale, à mon avis, qui incite à la prudence et donc à ne pas se mettre à acheter et à conserver sur les records des plus hauts historiques. C'est un petit peu à la hussarde là. Sur le Dow Jones, hélas, on n'a pas été chercher les 36 000 points. C'est vraiment le niveau qui m'intéresse parce que si on passe un peu au-dessus, on va le réintégrer à mon avis et on aura vraiment de quoi faire un trade, un scalp ou assez sécurisé avec peu de risques, ne serait-ce qu'avec automatiquement les algorithmes qui vont un petit peu se réveiller. 36 100, on rebondit, on est déjà quasiment à 36 200, mais on voit quand même que pareil pour le Dow Jones, l'indice américain, ça ressemble un peu à l'Eurostock 50, il n'arrive pas à battre ses plus hauts et donc pour le moment il amorce une phase baissière. Alors si on fait les projections, s'il continue sur cette phase baissière, on pourrait aller chercher les 36 000 et de 35 950 et 36 000 se mettre un petit peu à lutter. Il faut être très clair sur les indices américains. Ce qui va faire la différence, c'est la grosse statistique que l'on attend à 14h. À 14h30, c'est les prix à la consommation. Alors, vous avez aussi les inscriptions au chômage pour la semaine du 6 novembre, mais c'est pas ça qui est le plus attendu. Alors, les deux tombent à 14h30. Hein. C'est vraiment le prix à la consommation sur un an, voilà, avec un consensus qui ne cesse d'augmenter. Donc, on va voir ce qui se passe. Si par contre les prix à la consommation, il n'y a pas d'augmentation de l'inflation, ça peut se mettre à refaire un record historique derrière. Ça veut dire que tout le monde s'est trompé, tous les analystes se sont trompés, l'inflation, non, on l'imagine plus qu'elle n'existe.
Et du coup, bah, les taux d'intérêt, ils sont peut-être remontés, on ne sait plus, c'est repoussé. Et là, on pourra avoir une phase de aller chercher à nouveau un record historique de soulagement en disant, bah non, on se fait peur avec l'inflation, mais pour le moment, elle n'arrive pas. Bon, c'est pas mon scénario privilégié, mais je préfère vous le donner, parce que, comme je vous le dis, si nul ne prévoit l'avenir. Sur Nasdaq. Alors, le Nasdaq, il est un petit peu plus, il souffre un peu plus. Pourquoi le Nasdaq souffre un peu plus? Parce c'est lui qui est le plus sensible au taux. Donc là, c'est l'indice, c'est la statistique qui craint beaucoup. C'est prix à la consommation sur le Nasdaq pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Si c'est plus fort que prévu, attendez-vous à une baisse du Nasdaq. Alors on a eu aussi dans toute cette histoire de la baisse hier du Nasdaq, on a eu Elon Musk qui a fait le malin sur Twitter. Je rentre pas dans les détails. Vox Populi, Vox Dei. Mais voilà, ça donne quand même un signal aussi, si vous prenez un petit peu de recul. Ça donne aussi le signal que Elon Musk considère aussi que sa propre action est sur des niveaux stratosphériques et que c'est peut-être le temps d'encaisser après la super progression qu'ils ont eue de manière extrêmement forte. Et d'ailleurs, je l'avais parlé dans un Good Week Trading de Tesla un samedi, et ils se sont mis à accélérer à tout va pendant 15 jours, en prenant presque 30% en ligne droite. Donc là, bon, il se dit, c'est peut-être le monde encaissé, mais ça nous montre aussi, ça peut créer une forme d'inquiétude en disant, bah, si vous avez Elon Musk qui commence à sortir, c'est qu'il se rend compte que peut-être qu'avec l'inflation, il aura plus de mal à vendre ses voitures, qu'il va devoir les vendre un peu plus cher, etc. Et qu'il nous a fait ce petit coup-là pour faire croire que ce sont les internautes qui ont choisi à sa place, alors qu'ils savaient très bien quel était le résultat avant même de poser la question. C'est pour ça que c'est extrêmement hypocrite comme système, en disant, bah ouais, c'est pas moi, hein. J'ai pas vendu au plus haut l'action Tesla, je ne suis pas informé de ce qui peut, de ce qui peut arriver, ou du profit warning éventuel que Tesla donnera dans 6 mois. C'est les internautes qui ont choisi et ça me couvre. Habile. Le Russell, même schéma, on voit très nettement, on a un schéma baissier sur le Russell. Alors il tient bien sur sa résistance 2 mensuelle. La véritable question, c'est avec la statistique de 14h30, est-ce que ça casse la résistance 2 mensuelle, ou au contraire, ça soulage tout le monde, elle est plutôt bonne, et puis on repart vers le haut. Donc vous voyez, rentrer sur le marché américain et surtout conserver sa position avant 14h30, là on est vraiment en mode total casino. Même chose sur le S&P 500, mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a deux dynamiques. On voit qu'on a un CAC 40, qu'on a un DAX 30 qui bat record sur record historique, et on a des indices américains qui sont en phase de repli parfaitement contrôlé, très léger. On arrive sur des plus bas. Ça peut être un repli de précaution aussi en attendant nos fameux prix à la consommation à 14h30, qui, vous l'aurez compris, est le super événement de la journée. Voilà, bah écoutez, j'étais ravi de vous faire le Good Morning Trading, une demi-heure pile, c'est parfait. On se retrouve demain ce sera déjà jeudi, pour le Good Morning Trading. Pour les gens de l'école, il y aura le chat qui sera installé, donc on continuera le Good Morning Premium et on testera si le chat fonctionne bien pour que je puisse répondre à toutes vos questions et qu'on continue, qu'on se fait une demi-heure de plus avec le Good Morning Trading. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, donc comme ma mâchoire, mes dents sont sauvées et tout,
On retrouvera avec grand plaisir, j'espère pour vous, en tout cas pour moi c'est sûr. Ce week-end, on refait les webinaires, donc Good Week Trading de 9h à 10h. Je vais faire une heure plus bas, ça m'arrange. Donc de 9h à 10h, ce sera le Good Week Trading. On fera le bilan et les perspectives avec des analyses d'actions et de crypto, ce que je ne fais pas dans le Good Morning Trading. Donc 9h à 10h et de 10h à 11h, on fera un sujet économique. Et pareil, le dimanche, ce sera de 9 à 10 pour le sujet historique et de 10 à 11 pour le sujet trading. Je pense que ce sera un sujet sur les futurs et les micro-futurs qui sont une révolution silencieuse mais très 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 importante sur le CME qui est en pleine mutation, qui est vraiment en pleine mutation, puisqu'ils se sont alliés avec Google et ça aura des grosses conséquences pour nous, notamment pour notre sécurité, notre passation d'ordre. Mais je commence pas, sinon je suis reparti pour une demi-heure, on verra ça dimanche. Portez-vous bien, ayez du plaisir à trader. Si vous avez du déplaisir, il faut arrêter. C'est que vous êtes en surlevier, qu'il y a des choses qui vont pas. Le trading, c'est l'école de la modestie. Donc n'ayez aucune opinion bien arrêtée. Parce que les gens qui ont des opinions bien arrêtées, quand les marchés se mettent contre eux, qui conservent leur opinion bien arrêtée, c'est un véritable massacre. Et voilà, tout le monde ne fait pas The Big Short. Si on en a fait un film, c'est parce que c'est totalement exceptionnel, parce que vous en avez eu 100 000 à côté qui ont été totalement ruinés, anéantis, qui avaient exactement la même idée qu'eux, mais qui ont eu le mauvais timing. Donc pensez-y, en bourse, ça sert à rien d'avoir raison. Pour que ce soit parfait, il faut avoir raison et avoir le timing. Avoir raison, on a une chance sur deux. Avoir le timing, c'est la chose la plus compliquée. Donc n'anticipez jamais. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner au bout de 25 ans de bourse. N'anticipez jamais une baisse. Quand la baisse arrive, vous avez tout le temps de rentrer et vous en profitez largement, mais vous n'avez pas pris le risque. Voilà, c'est un peu comme si je vous donne une image, c'est une image militaire. Grosso modo, vous portez jamais dans une patrouille, ne vous portez jamais volontaire pour être éclaireur. L'éclaireur, il est là éventuellement pour repérer l'ennemi, mais il est là pour se prendre la première rafale de mitrailleuse. Donc voilà, il vaut mieux pas être éclaireur. Donc ne soyez pas éclaireur à essayer de vendre avant tout le monde ou à essayer d'acheter avant tout le monde. Attendez d'avoir les signaux, ça vous sauvera la vie. Voilà. Et puis si vous êtes dans l'armée et que vous êtes éclaireur, voilà, essayez de faire tourner quand même dans la patrouille. Sur ce, portez-vous bien et à demain. Ciao, et toute la journée sur le forum.